À la page 47 du chapitre 45 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 5.2 de Séguin sur la loi de Faraday, la situation 4 qui s'appelle un générateur de courant alternatif et dont on peut lire le libellé à la page 435 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème vraiment intéressant dans le sens que les générateurs de courant alternatif, c'est ce qu'on utilise pour produire entre autres le courant d'Hydro-Québec. Pour illustrer cette situation-là, on nous disait qu'on allait utiliser le même genre de cadre qu'à la situation 3 et à la question précédente. Cadre qu'on allait faire tourner à 2 tours par minute. Qu'on allait considérer que l'angle initial est de 0 degré pour le temps initial. Et qu'on va se demander quelle est la force électromotrice induite, mais on va trouver l'équation comme telle et non pas une valeur numérique. Donc, ce n'est pas un problème numérique, c'est plus un problème du genre question ou démonstration, explication. La figure, évidemment, je prends exactement la même figure que précédemment, mais j'ajouterai dessus une illustration de mon sens de rotation du cadre. Donc, vis-à-vis l'axe Y, là, je dessinerai l'équivalent d'un vecteur rotatif avec la lettre, avec la fréquence angulaire, là, soit au centre ou à côté, si je l'ai mis sur l'axe des Y. Pour calculer mon point d'interrogation, je vais prendre la loi de Faraday, puis je ne peux pas prendre la force électromotrice induite moyenne, parce que je ne m'intéresse pas à la moyenne, je m'intéresse à l'équation qui me définit la force électromotrice en tout temps. Donc, je ne peux pas prendre la signification non plus que ça varie à taux constant. Ça va varier quelque chose qui est en rotation. La formule de base qui explique la rotation, c'est des fonctions sinusoïdales et cela n'a pas une dérivée constante non plus. Donc, je prends vraiment l'équation de base qui permet de calculer la force électromotrice induite. Évidemment, je vais avoir besoin du flux pour pouvoir calculer ma force électromotrice. Donc, le flux, par définition également, si on va dans le formulaire, c'est B fois KA fois le cos de θ BA. Donc, je ne peux pas dire que c'est juste égal à BA, non plus juste B perpendiculaire, parce que l'angle varie constamment. Justement, c'est cet angle-là qui varie en fonction du temps, donc je ne peux pas utiliser aucune simplification ici. Ça va me prendre justement une équation pour cet angle-là. On va aller en révision du cours de mécanique. Chapitre 4 sur le mouvement rotatif. Le RUA, la rotation uniformément accélérée, on avait des équations qui ressemblent à des équations de MRUA, mais qui sont définies en termes de position angulaire. Mais ça serait en termes de x, ça serait x final est égal à x initial plus vitesse initiale fois delta t plus une demi a fois delta t au carré. Mais là, c'est exprimé sous forme angulaire, donc le x devient θ, le v initial devient une fréquence angulaire initiale, le A devient une accélération angulaire initiale, le delta t est toujours là. Évidemment, ça se fait selon un axe de rotation. C'est pour ça que je mettais selon Z. Quoiqu'ici, l'axe de rotation, ça va être l'axe Y comme tel. Donc, j'ai marqué plutôt que je l'avais adapté. Je l'ai mis immédiatement en Y. Je vais aller encore plus loin dans mon adaptation en disant que ma formule de base, je l'adapte à mon problème. Donc, l'angle initial, ça va être θ BA. En fonction de l'angle final, ça va être θ BA. En fonction de l'angle initial, que tout à l'heure, je vais écrire qui est égal à 0 probablement, sur la prochaine ligne. Ma vitesse angulaire, c'est 2 tours par seconde. Donc ici, j'ai écrit ma vitesse angulaire selon Y, c'est 2 tours. Puis je l'ai mis dans le sens anti-horaire, ce qui me permet d'écrire que c'est une valeur positive. T final moins T initial. J'ai remplacé delta T. Le temps initial, c'était 0. C'était pour faire disparaître le temps initial. Évidemment, il n'y a pas d'accélération. Donc, plus une demi fois 0, le terme de la fin disparaît. Et mon angle, θ BA, est égal à oméga T. Ce que je vous avais mentionné en classe, de dire que souvent on écrivait sin oméga T, puis que c'est l'équivalent d'écrire sin θ, d'écrire le sin d'un angle. Quand on fait la fréquence angulaire fois le t, on obtient un angle. Et là, ça a fait apparaître ma variable de temps, parce qu'on veut évidemment exprimer toujours quand on dit qu'on cherche notre équation, c'est quelle est la force électromotrice en fonction du temps, justement. Le temps apparaît dans mon équation. Je vais ramener la troisième équation dans la deuxième, donc le flux magnétique va être égal à BA cos, mais là, au lieu d'écrire l'angle, j'écris oméga t, ce qui me ramène avec une variable qui était connue au départ.
je vais ramener cette équation-là, la quatrième, dans la première. Donc, mon E induit, ça va être la dérivée du flux, mais le flux, c'est BA cos oméga t. Et maintenant, c'est un calcul de dérivée que j'aime pas beaucoup en faire, mais quelquefois, surtout avec les fonctions sinusoïdales, on n'a pas vraiment le choix. B et A, c'est des constantes, donc ils peuvent sortir en avant de la dérivée. Il me reste la dérivée d'un cos. La dérivée d'un cos, c'est moins la... je ne me rappelle plus comment on appelle ça, j'en fais tellement pas souvent, le terme intérieur. La dérivée du terme intérieur, la dérivée d'oméga t par rapport à t, c'est juste oméga. La dérivée d'un cos par rapport à t, c'est moins sin oméga t. Ensuite, j'ai mon BA, j'ai mon oméga qui est là. Je prends la valeur absolue, ça fait disparaître le moins. Donc, il reste oméga puis sin oméga t à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de dessin? Ben, si je prends la valeur absolue du sinus, c'est que je ne m'en vais plus en bas, je reste juste en haut si on veut. Donc, ça va me donner évidemment une électromotrice induite toujours positive. C'est pour ça que pour cette première équation-là, j'ai rajouté valeur absolue pour dire que ça me donne toujours la partie positive. Évidemment, la vraie force électromotrice induite va aller des fois en haut, des fois en bas. C'est un sinus, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, la vraie valeur avec signe, ben là, j'enlève ma valeur absolue, puis je vais aller en haut et en bas. Dans ces gains, on mentionnait que si je m'intéresse au E induit max, ben c'est l'amplitude qui est ici, donc BA fois le oméga. Si j'ai N tour, N spire, ben je rajoute N en avant de cette équation-là. J'ai continué en prenant les données de la situation 3 là, pour montrer qu'est-ce que ça donnait, puis parce qu'on nous donnait un chiffre qu'on n'a pas utilisé, mais il faut faire un calcul si on veut l'utiliser. Mais évidemment, je ne peux pas mettre 2 tours ici. On a vu en mécanique là, que quand on utilise des équations avec des paramètres angulaires, on est supposé travailler en radians. Donc 2 tours par seconde, je vais transformer ça par 2 pi radians par tour, ce qui m'amène à 4 pi radians par seconde. Les tours se simplifient, il me reste des radians par seconde. Donc c'est pour ça qu'ici j'avais le 0.2 pour B, le 0.06 pour A, le 4 pi pour oméga, sin de 4 pi t. Donc on voit le 0.905, ça serait mon amplitude. Et ça correspond au BAW, là, tel que mentionné tout à l'heure. Donc, j'ai ma valeur maximum de mon sinus, j'ai ma valeur minimum, donc il est rendu en bas, le sinus il est dans la partie négative, c'est le même chiffre avec un signe moins, ou encore tout simplement l'amplitude, donc sans signe, là, à quelle valeur qu'on a. Souvent, ben, on va s'intéresser beaucoup plus qu'aux amplitudes maximum, on va s'intéresser à la valeur efficace de force électromotrice. Donc, on avait déjà vu d'un chapitre précédent qu'on divisait par radical 2 pour avoir notre valeur de force électromotrice efficace.